Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de CNews. Si vous nous rejoignez, voici ce chiffre que vous avez vu sans doute apparaître en bas de votre écran. 28 600 personnes. C'est le nombre de personnes qui se sont retrouvées pour la 17e mobilisation consécutive des Gilets jaunes. 3000 personnes à Paris. Vous voyez cette évolution, on va sans doute le commenter avec nos invités dans un instant. Le mouvement qui continue de baisser en termes d'affluence, ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne continue pas d'imprimer dans les esprits des Français. C'est en tout cas la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Ça a été globalement calme. Aujourd'hui, hormis en fin d'après-midi, des tensions sur les Champs-Élysées notamment qui ont été bloquées. La dispersion était prévue à 17h. Finalement, elle a commencé aux alentours de 19h. On va retourner sur place avec une de nos équipes. Cette dispersion est-elle totale désormais ou il y a encore quelques forces de l'ordre présentes ? Oui, il y a encore quelques forces de l'ordre, mais le dernier gilet jaune a été évacué peu avant 20h vers la bouche de métro du haut de l'avenue des Champs-Élysées. Ils étaient plusieurs centaines de manifestants à être encerclés par les forces de l'ordre il y a quelques heures maintenant. Et petit à petit, les deux cordons de forces de l'ordre se sont resserrés sur les gilets jaunes. L'avenue devait être évacuée à 17h. Finalement, elle l'a été 3 heures plus tard. Une évacuation dans le calme. Seuls quelques échauffourées à signaler et quelques jets de projectiles sur les CRS qui répliquaient avec les camions à eau pour calmer les gilets jaunes les plus véhéments. Près de 60 véhicules de gendarmerie et de police tout à l'heure, et désormais, vous le voyez sur ces images, il n'y en a plus que 8 en haut de l'avenue des Champs-Élysées pour s'assurer qu'aucun attroupement se reproduise, mais il n'y a plus aucun gilet jaune. La circulation a repris sur la plus belle avenue du monde et ce sont maintenant les touristes qui sont les plus nombreux sur cette avenue et tout est revenu à la normale. Vous le voyez, le rond-point des Champs-Élysées de cette place de l'Étoile, sur ce rond-point, la circulation a repris comme sur l'avenue des Champs-Élysées. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il est donc 21h02. Jérémy Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gilet jaune et vous êtes porte-parole de la liste RIC. À vos côtés, Mathieu Cube, vous êtes délégué général de l'UDE, c'est l'Union des démocrates et écologistes. Merci de nous avoir rejoint également sur ce plateau. Face à vous, Roxane Landy, vous êtes secrétaire générale de Génération au Parlement européen. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et puis à vos côtés, Sergio Coronado, vous êtes candidat de la France insoumise aux européennes. On va bien sûr en parler des européennes à la lumière aussi de ce dernier sondage. Et puis il en a beaucoup été question sur le plateau précédent. J'aimerais vous faire réagir, peut-être pas aux chiffres à proprement parler, mais en tout cas la mobilisation dans son ensemble. Peut-être vous d'ailleurs, Jérémy Clément. Est-on dans le creux de la vague de cette mobilisation, justement parce qu'on nous a promis une remobilisation à compter du 16 mars, c'est-à-dire à la fin du grand débat national. Donc on refédère les troupes pour revenir plus fort, plus grand. Alors on pourrait dire ça, on pourrait dire que c'est reculé pour mieux avancer, mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui on était moins nombreux et que dans les sondages qui sont sortis en fin de journée, on a récupéré 4 points de cote de popularité par rapport au pays. Donc moi j'ai envie de dire que s'il faut qu'on soit moins nombreux pour être plus unis, ça me va très bien. Peut-être qu'à 100 vous aurez 95%. Mais même déjà 80 comme au départ, on serait ravis. D'accord. Peut-être un mot sur cette question. On va faire un premier tour de table sur cette plus faible mobilisation, dirons-nous, mais qui ne veut pas forcément présager de ce qui va se passer, disons, dans les semaines à venir. On imagine à la lumière des résultats et des réponses qui seront données aussi. Bon, il y a eu une mobilisation très importante il y a 4 mois et demi maintenant sur la base de la taxe carburant qui avait été choisie par le gouvernement. Aujourd'hui, ça a trop duré. Il y a eu un premier temps, une réponse à l'urgence début décembre qui a été portée par le gouvernement, par le président de la République, 10 milliards qui ont été mis sur la table. Maintenant, ça fait 17 week-ends que le pays se retrouve dans une situation de blocage. Alors, il y a de moins en moins de participants. On est maintenant quasiment à 2000 manifestants à Paris. Donc, ça a trop duré. Le temps maintenant, c'est celui du grand débat. Il touche à sa fin et on va avoir les conclusions de ce grand débat. Elles commencent à arriver, les conclusions. Et on nous a expliqué pendant très longtemps que ce grand débat allait être une sorte de gadget. Au fond, il y a eu plus d'1,5 million de contributions sur le site internet du grand débat. Il y a à peu près 10 000 réunions dans les mairies. Donc au fond, les Français ont eu envie de s'impliquer dans... Vous êtes pour, vous ne faites pas partie des sceptiques par rapport à ce grand débat national? Non, je pense que c'est plutôt une réussite aujourd'hui au vu de la participation. Moi, j'ai fait moi-même un
grand débat dans ma région, la région Centre, qui est une région qui a été particulièrement en avant d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes. Et au fond, les gens, que ce soit dans une toute petite mairie de 500 habitants ou dans les préfectures, ont eu envie de venir parler, ont eu envie de faire remonter les problèmes. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un peu une occasion, ça a été plutôt un bon moment pour le pays de pouvoir poser tous les sujets sur la table. Jérémy Clément, on va venir vers vous. Vous souhaitez réagir peut-être à un mot qui vous a pas plu ou une Non, non, tout me plaît, il n'y a pas de problème. Alors. Maintenant, j'aimerais savoir combien ça a coûté pour organiser ces grands débats, etc., en sachant que les revendications, de toute façon, bien avant que le grand débat démarre, elles avaient déjà été mises sur la table. Après, je dis pas que toutes les choses qui peuvent aboutir positivement sont pas bonnes à prendre, mais tout avait été déjà posé sur la table, donc dans l'absolu. Combien ça a coûté ou combien ça a rapporté politiquement? C'est ce que nous disaient nos invités. Oui, j'ai même pas envie de débattre sur le fait que Macron a économisé 3 ou 4 millions sur la campagne européenne, puisqu'il l'a démarré officiellement que depuis 4 jours. Donc, Sergio Coronado? Non, au-delà des chiffres, parce que la participation en fait aux manifestations, moi j'y prends part depuis le 17 novembre, est plutôt fluctuante. On a parfois évidemment des participations moins importantes, et puis la semaine d'après ça repart. Effectivement, au bout de 17 semaines, c'est normal en fait qu'on ait un peu moins de monde. Mais ce qu'il faut souligner, en fait, c'est l'extraordinaire durée d'un mouvement comme celui-ci. C'est 4 mois en fait de mobilisation, 4 mois où tous les samedis des gens ont décidé finalement, et ça a été dit parfois dans les reportages qui ont été montrés dans vos émissions, de venir faire œuvre de citoyens, de défendre leur dignité, de faire en sorte que des thèmes qui avaient disparu en fait du débat public, comme celui de la justice sociale, de la justice fiscale, de la participation démocratique plus directe en fait, de cette insatisfaction que l'on peut ressentir à donner un chèque en blanc tous les 5 ans, et finalement cette volonté de participer, pas simplement au débat, mais également à la prise de décision. Je crois que c'est plutôt ça qui, moi, m'intéresse et qui est extraordinaire à voir. On n'a pas d'exemple, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un mouvement qui dure depuis 17 semaines, avec un soutien populaire aux revendications qui ne s'est pas démenti depuis le départ, malgré les violences, malgré la stigmatisation. Il y a eu une baisse quand même dans les sondages. Mais Non. Il y a des sondages qui disent pas ça, en fait. Les sondages qui ont montré une baisse, c'est quand on interroge les gens sur leur volonté de voir le mouvement s'arrêter ou pas. Ça, c'est une chose. Moi aussi, j'ai envie que ça s'arrête, que les gens obtiennent satisfaction et que chacun puisse reprendre le cours de sa vie. Tout est dans la question. En revanche, sur l'ISF, sur le CICE, sur l'augmentation des salaires ou sur le RIC, le soutien de la population est resté très majoritaire, entre 65 et 70%. Et c'est normal, en fait, qu'on ait un peu une sorte d'entre-deux. Parce que finalement, si le grand débat a pu apparaître au départ comme une reprise en main de la situation politique par le président de la République, mais on a vu très vite en fait une sorte de scepticisme que les sondages démontrent. Les Français sont pas très convaincus. Le journal Le Monde, quand il a procédé à l'enquête sur la participation réelle sur le site du grand débat, parce qu'il y a les chiffres avancés par le gouvernement et puis il y a la contre-enquête. Le fact-checking fait par des collègues, par vos collègues, dit d'abord que la participation n'est pas aussi massive qu'on l'entend. C'est 180 000 participations, qu'il y a beaucoup de lobbies qui se sont donnés à cœur joie, que le cœur, en fait, des Gilets jaunes n'y participe pas, et que les questions qui ont été proposées par le gouvernement ne correspondent pas totalement aux attentes portées depuis 4 mois par ce mouvement populaire et social, en fait. Roxane Lundy, il y a certaines initiatives du week-end qui ont quand même marqué le pas. On en reparlera peut-être aussi avec vous tout à l'heure, notamment ce sit-in raté au Champ de Mars qui a recueilli très peu de monde. On peut peut-être s'interroger sur les raisons, mais globalement, vous trouvez que ça a été une réussite quand même, semaine après semaine, cette mobilisation? Tout à fait, c'est une mobilisation incroyable que nous avons depuis des semaines, avec des Gilets jaunes qui se mobilisent chaque samedi, il faut le dire, parce que finalement, oui, on a une reprise en main de la part d'une grande partie de la population, d'un paysage politique qui finalement partait complètement dans une dérive libérale. Et moi, je trouve ça extrêmement beau de voir la détermination de personnes qui se mobilisent et qui sont décidées à ne rien lâcher en matière de justice fiscale, en matière de justice sociale et de justice écologique. Et donc, oui, c'est une réussite, ce mouvement, parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi, en tout cas, à infuser dans le débat, à remettre un débat démocratique sur la table, ce que nous n'avions pas eu, je tiens à le dire. La première décision du président de la République, à peine élu, c'est quand même la suppression de l'ISF. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça en dit long aussi sur la politique en faveur des ultra-riches que mène aujourd'hui ce président de la République. Et finalement, nous avons des Françaises et des Français qui ont décidé de ne rien lâcher, de descendre dans la rue, dans un moment où, il faut le dire, les institutions ne sont pas du tout adaptées à l'expression démocratique et à cette prise en main, en tout cas, des choses. Et donc, face à ce décalage complet des institutions qui ne sont
aujourd'hui ne répondent pas à la crise démocratique que nous avons, les gens descendent dans la rue et se font entendre. Donc là-dessus, je tiens à le dire, c'est une véritable réussite. Concernant le grand débat, c'est bien sûr une tentative du président de la République de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle sur pourtant un événement qu'il n'avait pas vu venir, qui est un événement démocratique absolu. Et en même temps, je pense que ça ne fait aucun doute pour une grande partie de la population que ce n'est qu'un coup de com', que du show, et que nous avons un président de la République qui finalement se balade d'endroit en endroit. Ça lui permet de dire qu'il n'est pas le président aussi méprisant que ce qu'on a pu croire, alors qu'il maintient son mépris à l'égard d'une grande partie des Françaises et des Français en le multipliant d'insultes jour après jour. Et finalement, ce grand débat aura permis à une grande partie de la population, d'aller porter et de se questionner sur ce que nous voulons pour la France, ce que nous voulons au quotidien. Mais je tiens à le dire, ça n'a rien à voir avec le grand débat que voulait le président de la République, que pour le moment, nous n'avons aucun changement de l'orientation politique prise par le président, et ça, c'est extrêmement grave. Et je tiens quand même à souligner que moi, j'étais hier à un grand débat organisé à Beauvais par une association féministe, Destin de femmes, pour permettre aux femmes de débattre. Et je peux vous dire que dans tout ce qui est ressorti, il n'y avait rien de ce qu'il y a pu y avoir, en tout cas, dans la lettre du président. Ça parlait pas de... C'est-à-dire, il y avait quoi, en fait? C'est-à-dire que, très concrètement, les femmes qui étaient présentes, parce que c'était majoritairement des femmes, demandaient plus de services publics, demandaient le rétablissement de l'ISF, demandaient un changement démocratique radical, demandaient de la justice. Et moi, vous savez, quand j'entends des femmes et des hommes dire... mais on comprend pas, il y a une justice à deux vitesses aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on a le sentiment que c'est toujours les mêmes qui sont frappés, eh bien, je trouve que c'est extrêmement marquant et qu'en tout cas, ça aura permis de faire émerger dans le débat une crise à laquelle maintenant il faut apporter des réponses politiques. Jérémy Clément, si les raisons pas de se soulever, mais de s'insurger, disons, semblent intactes, comment faire pour que le mouvement en lui-même renaisse sous une autre forme? Parce qu'il y a peut-être un sentiment de lassitude par rapport aux formes choisies de manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un problème d'écoute qu'on réclame, il y a aussi un problème de respect. On a pris conscience, nous aussi, qu'on savait réfléchir, qu'on savait s'informer, qu'on savait analyser, qu'on savait développer. Je crois qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, a fonctionné que par ordonnance. Il n'y avait aucun débat. Et puis bizarrement, quand on a commencé à taper du poing sur la table, à aller sur les ronds-points, à échanger entre nous, en sachant que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est issu de l'extrême gauche à l'extrême droite, où jusqu'alors, corrigez-moi si je me trompe, on est les seuls citoyens à avoir pu échanger du LFI à du RN sans se taper sur la tête et en trouvant des points d'accord pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Et c'est cette confiance qui a fait naître cet éveil. Moi, je trouve ça très intéressant qu'à chaque fois qu'il y a une campagne européenne ou qu'il y a quelque chose, ça soit des partis politiques, notamment La République En Marche, qui reprennent toutes nos revendications. Je pourrais les citer, je l'avais cité chez des confrères à vous tout à l'heure, donc je trouve pas utile forcément de tout reciter à chaque fois et de faire le même monologue. C'était chez les confrères. En plus, donc on s'en fiche. Voilà. C'est pas les mêmes. Ce que je veux vous dire, c'est que nos revendications avant le grand débat, on les connaissait. Ça fait 2 ou 3 semaines maintenant que j'entends qu'il y a des choses qui sont étudiées, récupérées, d'accord, comme la violence nous est imputée. Sauf que là, c'est des revendications telles que l'exonération fiscale, par exemple, pour les commerçants. C'est bizarre, au moment d'une campagne électorale. Le sujet sur le fait que, au niveau des AH, on avait mis taper du poing sur la table en disant ok, ça c'est bien, mais par contre pour la personne qui vit avec son conjoint et qui gagne 1 600 €, les avantages deviennent annihilés complètement. C'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques jours, etc., etc., etc. Alors moi, tout me va. Si on pouvait gagner tous nos combats, avoir quelque chose, comme disait monsieur, on est d'accord, mais il y aura quand même un autre problème qu'il faudra soulever, et ça nous fera pas rentrer chez nous. On a un problème de représentativité, d'exemplarité vis-à-vis de nos élus. C'est pour ça aussi qu'on se professionnalise et qu'on décide d'aller montrer l'exemple, déjà au sein de l'Europe, mais l'Europe c'est qu'une passerelle, même si on sait qu'on sera que des bons informateurs et qu'il y aura des choses à décortiquer, des choses à faire, pas de problème. Mais il y a d'autres échéances derrière, et on a décidé de s'inviter dans la place. Mathieu Cup, c'est une lame de fond, c'est-à-dire qu'il y a d'autres échéances, un mouvement qui est amené à s'inscrire dans la durée, au-delà des 18 semaines, qui est déjà en soi un accomplissement, en tout cas quelque chose d'inédit dans l'histoire l'histoire moderne de la France, quoi, dirons-nous. Moi, je le pense pas. Je pense que d'abord, les points de sortie du grand débat qui vont être proposés par le président de la République vont d'abord être une réponse concrète aux questions qui ont été soulevées par les Français. On a interrogé les Français, pas uniquement les Gilets jaunes, et en ça, je rejoins Sergio Coronado. C'est aussi un intérêt d'avoir posé un débat pour l'ensemble de la population. Dans les grands débats qui sont organisés partout en France, il n'y a pas que des Gilets jaunes. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui peuvent légitimement venir s'exprimer. Sur notre liste aussi, il y a monsieur, madame, tout le monde. Et qui doivent réfléchir
réfléchir, au fond, au nouveau pacte social, au nouveau pacte économique, au nouveau pacte territorial qu'on veut pour le pays, au nouveau pacte démocratique. Le débat sur l'écologie, vous êtes de l'UDE, c'est l'Union des démocrates écologistes. Ça vous a satisfait cette semaine? Ça portait vraiment sur des considérations écologiques. Il y a eu une première avancée. Vous avez senti l'amorce d'une réponse concrète? Je sens que ça va un peu plus dans le bon sens qu'il y a plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, il y a des propositions qui ont été mises sur la table. Il y a la question de la Banque du climat, il y a des objectifs ambitieux, 0 émission CO2 à l'horizon 2050, la réduction de moitié des pesticides. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin, d'ailleurs, il faut le faire à l'échelle européenne. La question de la sortie du glyphosate, on pourra y revenir. Ouais, il faudra le faire au niveau européen. Il y a la question de la popularisation de l'économie circulaire, de l'obsolescence programmée, toutes ces questions. Il y a un sujet qui est en train de monter, c'est la question du transport aérien. Qu'est-ce qu'on fait avec ce secteur qui est hyper polluant, mais qui est un secteur majeur économique dans l'Union européenne? Donc la question du verdissement du transport, de l'investissement massif sur la transition écologique et énergétique, parce qu'il y a une question aussi de souveraineté au sein de l'Union européenne qui dépend de la dépendance énergétique d'un certain nombre d'États membres. Vous prenez la Slovaquie ou la République tchèque qui ont une dépendance au gaz russe. Et au fond, est-ce que leur politique au niveau européen est totalement libre? Là, il y a des sujets qui sont importants et que le président de la République a commencé à aborder à la fois dans sa lettre aux Européens de lundi et à la fois dans le discours à Gréoux-les-Bains jeudi. Et ça va plutôt dans le bon sens. Il faut aller plus loin. Donc le glyphosate, vous avez envie d'en parler, Roxane, lundi, je le sens. Tout à fait, parce que finalement, la seule grande annonce que nous retiendrons pour le moment de ce grand débat, c'est quand même le fait que le président de la République ne va pas respecter la promesse qu'il avait faite en matière de sortie du glyphosate. Donc moi, je suis très surprise de vous voir prendre cet exemple, parce que je pense que c'est extrêmement grave. D'abord parce que, voilà, la seule chose... Je dis que c'est un sujet qu'il faut traiter au niveau européen. Je défends pas la position du président de la République sur le et au niveau français. Pourquoi? Parce que les autres pays européens ont décidé de ne pas... Très clairement, sur la question du glyphosate. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que nous avons de puissants lobbies industriels qui se mobilisent contre le glyphosate. Pour n'en citer qu'un, Monsanto. Voilà. Aujourd'hui, ils sont virulents sur la question. C'est le cas au niveau européen, c'est le cas au niveau français. Moi, j'ai été extrêmement déçue, pour ne pas dire extrêmement en colère, de voir que le président de la République a annoncé pendant un grand débat, quand même, qu'il allait reculer sur la sortie du glyphosate, et en tout cas en la repoussant. Donc moi, je veux bien, mais que le président de la République fasse des grands discours, en expliquant à chaque fois que c'est au niveau européen qu'il faut porter les combats qu'il refuse de mener en France, comme il a fait par ailleurs sur la question migratoire avec l'Aquarius, en disant qu'il n'accueillerait pas l'Aquarius parce qu'il fallait que ce soit au niveau européen, alors qu'il s'y oppose. Ça n'est pas possible. Il faut maintenant faire preuve d'un peu de rigueur, et surtout pour que le président de la République renoue avec la crise qu'on est en train de voir et qu'il apaise les tensions, il va falloir sérieusement apporter des vraies solutions et arrêter avec les faux discours qui derrière n'entraînent rien. On en a marre des fausses promesses. C'est aussi ce qui amène à la crise que nous vivons aujourd'hui. Sergio Coronado, l'Europe elle a bon dos aujourd'hui avec toutes ces questions? Non, ce que je voudrais dire, c'est que l'écologie, en fait, c'est un bon exemple pour comprendre en fait la méfiance que peuvent ressentir les citoyens à l'égard de la classe politique et une forme de double discours en fait. Il y a le glyphosate, mais par exemple, ce mouvement qui éclate à partir du mois de novembre, pour moi, c'est un des premiers mouvements de la crise écologique. Il parle des mobilités, de l'usage contraint de la voiture, de gens qui ont été abandonnés par l'État, qui ont vu les services publics fondre comme neige au soleil, suppression des écoles, des maternités, des petites lignes ferroviaires qui pouvaient faire le lien avant entre les villages. C'est une première manifestation de la crise écologique qu'on va continuer à vivre et qui seront toutes très dures, qui vont mêler plein d'aspects, santé publique, environnement, agriculture. Et face à ça, que fait le gouvernement? Sur la question, par exemple, des services publics, on nous confirme en fait la suppression de 120 000 fonctionnaires d'ici à la fin du quinquennat. On continue à supprimer les petites lignes ferroviaires qui font que certains villages continuent à être reliés entre eux et qui permettent aux gens d'aller travailler. Sur le glyphosate, ça a été dit, on abandonne la promesse qu'on avait faite. Et puis, à l'échelle européenne, c'est pas que l'Europe abandonne. L'Europe, c'est le produit de ce que les États en font. Et donc, en fait, Emmanuel Macron, et d'ailleurs dans sa lettre, c'est ça qui est un peu... je dirais ridicule, c'est-à-dire qu'il nous promet quelque chose qu'il ne fait pas déjà en France. Je vais prendre un exemple à l'échelle européenne parce que c'est un débat qui nous concerne tous, c'est celui sur la directive sur les lanceurs d'alerte en fait. Normalement, on va voir le résultat le 11 mars. C'est un débat essentiel, c'est le droit à l'information, c'est ce qui nous a permis de connaître les Panama Papers, Wikileaks, le détournement par les banques de fraude fiscale, le lavement d'argent sale. N'en dites pas trop parce qu'il va plus rien me rester à dire. Hein.
Non, je suis sûr que vous ne serez pas à court d'arguments. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle européenne alors que Emmanuel Macron nous vend dans sa lettre une Europe qui protège, qui va lutter contre les paradis fiscaux, contre la fraude fiscale? En fait, depuis à peu près un mois et demi, la France, la Hongrie et l'Autriche bataillent pour que la directive européenne sur les lanceurs d'alerte soit à minima. C'est-à-dire que on rend obligatoire que le lanceur d'alerte, quand il a l'envie, la nécessité, quand il éprouve le besoin absolu, impérieux d'informer la population, il le fasse d'abord dans le sein de son entreprise, alors qu'il bataille justement contre les activités illégales de son entreprise, mais qu'il le fasse d'abord au sein de son entreprise, courant le risque soit d'être licencié, soit d'être placardisé, soit même d'être menacé, au lieu de le faire directement à l'égard, en direction du public. Et donc ça, c'est le double langage, et ce double langage, on le retrouve à chaque pas de la construction de l'Union européenne. Et aujourd'hui, en fait, Emmanuel Macron est un bon exemple de cette Europe qui ne protège pas, qui détruit nos protections communes, qui a tourné le dos, en fait, à la défense de l'environnement et aux politiques qui ont le souci de la planète et de nos vies. L'Europe anti-écolo Ah non, mais je veux dire pour rebondir sur le glyphosate, quand est-ce que les citoyens ont été consultés lorsqu'il s'agit de le maintenir, de maintenir ça? On n'a pas été consultés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on revendique. On a envie d'être responsable. On peut nous accuser d'irresponsables, de bordéleux, de gens désorganisés, etc., etc. Aujourd'hui, on a la conviction de vouloir être responsable et de vouloir participer aux grandes décisions. Parce que oui, l'écologie, c'est une décision qui nous importe. Le glyphosate, typiquement, ça devrait être un des sujets soumis à... Bien évidemment. Et puis plutôt que de le faire prendre par des gens qui n'y connaissent rien ou qui croient qu'ils y connaissent parce qu'ils ont lu des textes, adressons-nous à nos agriculteurs, adressons-nous aux gens d'en bas. Là, il y a un grand débat qui aurait pu être utile pour tout le monde, où on aurait pu sortir quelque chose de concret avec des vraies revendications, avec un vrai thème. Aujourd'hui, c'est étudié, c'est comme notre pays qui est tenu un petit peu, quelque part, par la finance. Il y a des sujets qui sont détenus là-dessus, où il y a un ou deux spécialistes qui vont donner leur avis, mais on sait que tout est un peu surfait, qu'il n'y a aucune transparence, donc c'est compliqué. Et je voulais rebondir là-dessus. On est sorti dans la rue pour l'augmentation de la taxe d'essence. Ok, on nous expliquait plein de choses. On va vous donner une prime de 4 000 € pour la transition écologique, etc., etc. On a réussi, nous, entre autres de tous les autres sujets, même si on nous remercie pas pour ça, on n'a pas besoin de remerciements, le combat va encore être long. On a réussi à geler la taxe de l'essence, à la faire baisser. Et puis une fois qu'on a arrêté d'en parler, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est augmenté. Aujourd'hui, on a le diesel qu'au-dessus, et on a 65% des taxes qui sont censées être reversées à la transition écologique, qui sont reversées au budget de l'État. Il faut arrêter de se moquer de nous. C'est comme rebondir sur les 10 milliards. Il n'y a personne qui sait. On a contacté Bercy. On a fait contacter Bercy. Pourquoi est-ce qu'on a loué les 10 milliards? Non, mais les 10 milliards, on sait à quoi ils ont. On sait d'où ils viennent. On peut en parler si vous voulez. Mais personne ne sait si c'est 10 milliards, 12 milliards ou 14 milliards. Et je mets au défi n'importe qui aujourd'hui, encore plus de République En Marche ou du Modem ou proche de tout ça, de nous dire exactement le montant qui a été versé. Et tant qu'à faire, vu qu'on aime la transparence, et que nous, ça se passe comme ça dans nos vies de tous les jours, puisqu'on justifie tout, vous n'êtes pas obligé de répondre. Tenez-nous un papier. Non, bien sûr. C'est pas une attaque personnelle, je vous rassure. J'entends. Maintenant, il y a là où je voulais rebondir. Justement, je vous en prie. On a encore une demi-heure. On va marquer une courte pause, mais allez-y, répondez si vous voulez directement cet aspect sur les 10, je voulais 12 répondre ou 14. sur le budget européen. Il y a un investissement massif qui doit être fait dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Et au fond, c'est maintenant au niveau européen que ça se joue. Et nous, on a fait une proposition qui a été d'ailleurs défendue par la gauche de la gauche pendant des années et aussi par les centristes européens. C'est la question d'une taxe Tobin sur les transactions financières qui pourrait être allouée totalement justement au financement de la transition écologique et énergétique et qui abonderait dans les États membres pour pouvoir financer cette transition ô combien nécessaire. Malheureusement, la situation de l'Union européenne aujourd'hui, et notamment sur le changement climatique, c'est qu'aucun pays de l'Union européenne ne respecte en fait les engagements pris à la COP21. On continue ce débat dans un petit moment. On va marquer une courte pause et je vous invite à nous rejoindre dans un instant. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, sachez qu'ils étaient 28 600 un peu partout en France à se mobiliser à nouveau pour les Gilets jaunes. À tout de suite.
Bienvenue à vous. Si vous avez choisi CNews pour votre soirée d'information, vous avez bien fait. C'est la suite de l'édition du soir. 28 600 personnes. C'est évidemment le chiffre du jour, le chiffre de la 17e mobilisation consécutive un samedi pour les Gilets jaunes un peu partout en France. Vous voyez l'évolution qui ne veut rien dire, selon beaucoup de nos invités. Il faut remettre tout cela dans le contexte du moment et dans le contexte aussi du grand débat national sur le point de s'achever. On va faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé à Paris et en région avec nos équipes. Regardez. Ils étaient plusieurs centaines de gilets jaunes à s'être retrouvés samedi matin sur l'avenue des Champs-Élysées, lieu de rendez-vous des manifestants dans la capitale depuis plusieurs mois. Un rassemblement statique qui s'est déroulé dans le calme et qui s'est élargi au fil de la journée. Environ 3000 manifestants à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 4000 le samedi précédent. En fin de journée, quelques altercations avec les forces de l'ordre. Avant la dispersion du cortège, peu avant 20h, 19 personnes ont été interpellées. À Bordeaux, la manifestation s'est elle aussi déroulée dans le calme, avec des gilets jaunes moins nombreux que les actes précédents. Participation en baisse également du côté de Lille, où manifestants et forces de l'ordre se sont opposés. Jets de projectiles et de fumigènes, matraques dégainées, de quoi provoquer la colère de certains gilets jaunes. On n'est que des petits, ils nous respectent pas, ils nous gazent, ils nous frappent. On est quoi, pacifistes? On n'a rien dans les mains, nous, rien du tout. C'est normal qu'on se défend. Les gilets jaunes promettent désormais une mobilisation de plus grande ampleur samedi prochain pour leur 18e acte, le premier après la fin du grand débat national. Voilà, dans l'attente de la fin du grand débat national, on verra ce que la mobilisation donnera évidemment le 16 mars. Forte mobilisation comme nous l'annoncent les représentants des Gilets jaunes. J'aimerais qu'on parle aussi d'autres actions. Alors il y a eu ce sit-in qui devait avoir lieu sur le Champ de Mars qui finalement a été un raté total, il faut le dire. Et puis aussi une autre action innovante. Là il s'agissait d'un flash mob à Roissy. On a les images à vous montrer. Vous voyez, c'était dans le terminal ce matin, évidemment pour contester là la privatisation des aéroports. Sergio Coronado, peut-être un commentaire sur ces actions qui sont un peu différentes semaine après semaine. Je trouve que ce mouvement il est créatif quand il justement il rompt avec les modes traditionnels de mobilisation. Au départ, je vous rappelle que c'est autour des ronds-points, autour de cabanes construites comme ça de briques et de broc que les gens viennent discuter, s'agréger, qu'ils interrompent parfois le trafic et discutent avec les automobilistes. C'est comme ça que ce mouvement émerge. Les manifestations, elles n'étaient pas prévues comme telles au départ et elles ont eu lieu parce que, au fond, c'est un mode traditionnel pour se faire entendre, les fameux parcours Bastille-Nation ou d'autres parcours de ce genre que nous connaissons. Et en même temps, tout au long de la mobilisation, depuis 4 mois, il y a toujours eu ça. Des choses très créatives. Et là, ce que je vois, en fait, ça s'est déjà passé. Il y a eu, par exemple, à un moment donné, des blocages à Rungis avec des espèces de fêtes nocturnes. Ou des actions contre des sociétés. Des actions contre des sociétés. Amazon. Et là, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'au fond, les Gilets jaunes vont se mobiliser et vont cristalliser des actions autour de points névralgiques de la politique gouvernementale. Pourquoi Roissy ? Cette semaine, en fait, la majorité La République En Marche vient de voter la privatisation de l'aéroport contre l'avis de l'ensemble des autres groupes de l'Assemblée nationale et contre l'avis majoritaire de la population française qui ne comprend pas comment, en fait, ce gouvernement brade le patrimoine public. Parce que cet aéroport, ce sont à la fois les Français, les collectivités territoriales, et on est en train de vivre la même chose qu'on a vécu avec les autoroutes et qu'on va peut-être vivre avec les barrages hydrauliques qui vont sans doute être privatisés. Et donc cette manière de dépeser l'État, enfin, et la puissance publique par des décisions gouvernementales qui ne sont pas concertées parce que ça n'obéit à aucune demande sociale. Tout le contraire, en fait, parce que quand on interroge les Français ne souhaitent pas la privatisation ni des services publics, ni des joyaux, en fait. Tout du moins. Jérémy Clément, pour les Gilets jaunes et le ralliement d'initiative citoyenne. Oui. Je pense que tout peut être accepté à partir du moment où c'est expliqué, décortiqué, analysé de manière audible. Aujourd'hui, les citoyens, les Gilets jaunes, ne savent pas qu'en privatisant nos aéroports, on va avoir un blocage de 10 milliards qui va pouvoir permettre de faire d'autres choses à côté. D'accord ? On va pouvoir dégager annuellement
autour des 300 millions d'euros qui vont pouvoir être réinjectés, etc., etc. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de l'expliquer, ça pose un problème. Et je pense, et là je vous rejoins, moi ça me pose un problème quand on me dit que tout va être vendu et que on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais ça me pose aussi un problème d'avoir 10 milliards de bloqués, alors qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune transparence sur rien du tout, qu'on nous annonce des chiffres bateaux et qu'on est obligé de les croire parce qu'il n'y a rien pour l'étayer et le justifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu changer les choses à ce niveau-là. Je voudrais rappeler que sur le cas de la privatisation de l'aéroport de Roissy, en fait, même les collectivités territoriales, c'est-à-dire les conseils départementaux qui ne sont pas du tout du même bord, hein. On a des conseils départementaux dirigés par la droite, d'autres par des socialistes, se sont mis d'accord en cas de privatisation de prendre une participation pour détenir une minorité de blocage. Vous voyez bien que face à la volonté aveugle, sans dialogue de la part du gouvernement, les oppositions, malgré leurs différences, s'organisent. C'est-à-dire que ce qui est particulier dans ce gouvernement, et c'est aussi ça qu'on peut retenir de la part des Gilets jaunes quand on les interroge, quand on discute, c'est une incompréhension face à une forme de surdité, d'aveuglement, de détermination qui ne tient compte de rien. De la vie de personne. Tout le monde est contre, même les Républicains sont contre, mais personne n'est contre. Chacun son tour. J'aimerais qu'on entende tous les avis. Ce qui est très intéressant, c'est que ça montre à quel point finalement le gouvernement n'a vraiment rien compris de ce qui est en train de se passer. Au-delà des coups de com' qu'on peut avoir, des exercices de show, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui on n'a jamais eu autant besoin de services publics et d'une puissance publique. Parce que la crise, c'est une crise de fracture sociale. Ça montre qu'on a besoin de plus de justice sociale, de plus de justice fiscale, qu'on a besoin de partager, de biens communs. Et la question sur les services publics, elle est posée dans la lettre. Hein, bien sûr. Et que fait le président de la République ? Il casse encore des services publics. Il privatise maintenant les aéroports de Paris. Moi, je ne comprends pas cet entêtement absolu. Je l'explique, parce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui, le président de la République a tout intérêt à servir ceux qui finalement vont porter au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce sont les intérêts privés d'une poignée de Françaises et de Français qu'il sert. Ce n'est pas l'intérêt général. Et son rôle de président de la République devrait être de servir l'intérêt général. Et pour ça, il faut des services publics. Il faut arrêter la casse des petites lignes de train. Il faut arrêter la casse et la privatisation. Bien sûr, des concessions hydrauliques, c'est une catastrophe. Donc il y a urgence vraiment à changer la politique du gouvernement. Et là, ça prouve que pour le moment, il n'a rien compris. Mathieu Cube, il n'a pas compris les requêtes sur plus de services publics, au contraire. Moi, je pense qu'ils sont en train de l'entendre, mais sur la question d'aéroport de Paris, sur la question d'aéroport de Paris, moi, je suis contre la privatisation d'aéroport de Paris, parce que d'abord, c'est une infrastructure qui est une infrastructure stratégique, le transport aérien, surtout Roissy-Charles de Gaulle et l'entrée sur le territoire. Alors, j'entends que dans la privatisation, évidemment, on privatise pas non plus le contrôle aux frontières, qui reste confié à la police, à la PAF, police des airs et des frontières. Mais au fond, la privatisation, on a vu à Toulouse, qui aujourd'hui a été vendu à un groupe chinois il y a quelques années, c'était pas sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, je me permets de vous le rappeler, aujourd'hui n'a pas porté ses fruits. Il y a eu ce même débat à Nice où Christian Estrosi, le maire de Nice, LR, s'était lui-même opposé à la privatisation. Le groupe La République En Marche, effectivement, Sergio Coronado l'a dit, a choisi plutôt le biais de privatisation. Nous, on s'y est opposé pour les raisons que je viens de vous exprimer. Écoutez, c'est quand même assez marrant parce que les arguments pour la privatisation des aéroports sont exactement les mêmes arguments utilisés pour la privatisation de nos autoroutes, et on voit aujourd'hui où on en est. Donc je ne sais pas si... C'est pas grave de faire une erreur, mais à partir du moment où on les répète, ça devient une faute professionnelle. Voyez. Vous parlez du coup que ça, bien sûr, ça entraîne pour les usagers. C'est un peu la logique gouvernementale, en fait, quand on se dit pourquoi cette volonté coûte que coûte contre la vie quasiment de tout le monde et des Français, de l'opposition, des collectivités territoriales. Pourquoi s'entêter finalement ? Parce que c'est le cœur de son projet politique, celui d'Emmanuel Macron. C'est le fameux cap. C'est le cap libéral qui consiste à réduire constamment la capacité d'intervention et d'action de la puissance publique. C'est de permettre que cette société qui est basée sur un pacte social devienne, comme on a pu le dire il y a très longtemps, une société de marché où tout s'achète et tout se vend. Je prends un autre exemple, celui du loto en fait, de la Française des Jeux. Ça rapporte de l'argent à l'État. Ça a toujours rapporté, malheureusement, les jeux de hasard ont toujours rapporté beaucoup d'argent. Et quand on a vu l'audition de Madame Pénicaud devant l'Assemblée nationale, et les gens l'interrogeaient, assez simplement, pourquoi vous débarrasser, pourquoi finalement brader une entreprise qui rapporte de l'argent à l'État ? Est-ce qu'elle sera mieux gérée ? Il n'y avait aucune certitude. C'est pour soigner l'évasion fiscale, à mon avis. Est-ce que c'est une plus grande efficacité ?
l'entreprise en question n'a pas d'intervention publique. Non, on se débarrasse comme ça de ce qui peut permettre à l'État d'avoir de l'influence et de la puissance. Des privatisations même en termes de stratégiques. Et au-delà même de la... Il faut quand même rappeler que c'est sous les gouvernements socialistes, sous François Mitterrand, sous Lionel Jospin, qu'il y a eu le plus grand nombre de privatisations d'entreprises privées. Monsieur Macron était ministre de François Hollande. D'entreprises publiques, pardon. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on attaque en permanence le président de la République quand il a présenté la REM. Pardon. Monsieur Macron a commencé à faire du bruit sous l'époque Hollande que quand il a commencé à démissionner pour présenter son parti politique. Alors, juste avant, il n'était responsable de rien. Manifestation, parce que Sergio Coronado présentait ça tout à l'heure avec un ton assez badin, comme si c'était quelque chose d'assez sympa. Ça a commencé sur les ronds-points. Ensuite, il y a des nouveaux modes d'action, etc. C'était vraiment sympa. Non, bien sûr. Enfin, après 4 mois et demi, il y a un coût aussi pour l'économie française qui est un coût. Pas moins que l'évasion fiscale, pas moins que le CICE, pas moins que la baisse des cotisations patronales. Excusez-moi, mais là, les violences ont desservi tout le monde. Les violences qui ont coûté très cher, qui ont mobilisé les forces de l'ordre, qui ont. On leur paye pas leurs heures sup, donc à la limite, c'est pas très grave. Excusez-moi. Je donne un exemple. À Montpellier, vous avez la Chambre de commerce et d'industrie qui a été obligée d'embaucher des agents de sécurité privés pour pouvoir les placer à l'intérieur des magasins pour lutter contre les violences, parce que les policiers, eux, ne peuvent agir qu'à l'extérieur. Parce que vu que les baisses, par conséquent, les exonérations fiscales sur les heures et que la présentation du mouvement des Gilets jaunes en faisant fi de la violence, de la casse et de ce qu'on a enduré pendant un certain nombre de semaines, j'ai trouvé ça un peu au fond décalé par rapport à ce que les Françaises et les Français ont vu, au vu d'ailleurs. Sincèrement, personne ne se félicite des violences. Je pense que quand on est attaché finalement au débat démocratique, on saute pas de joie quand on voit que quelqu'un voit son magasin pillé ou sa voiture incendiée. Et donc moi, depuis le départ, comme beaucoup d'autres responsables, et notamment les Gilets jaunes, j'ai dénoncé la tentation de la violence. Elle est à la fois contre-productive et puis c'est une insulte en fait à la volonté démocratique de permettre que on puisse renouer le débat et obtenir satisfaction sur des revendications. Ce qui m'étonne néanmoins, dans les éléments de langage que vous reproduisez, parce que c'est ce qu'on entend depuis 3 à 4 mois de la part de tous ceux et toutes celles qui défendent la politique gouvernementale, c'est qu'il n'y a jamais un mot de compassion, un mot de bienveillance pour celles et ceux qui ont vu leur vie un peu brisée, qui ont perdu un œil, qui ont eu une main arrachée. Je rappellerai quand même que cette semaine, après le défenseur des droits, après le Conseil de l'Europe, la commissaire du Conseil de l'Europe qui a mis en garde la France contre l'usage disproportionné de la force, l'utilisation d'armes mutilantes, Michelle Bachelet, 2 fois présidente du Chili, qui a dirigé l'ONU Femmes, qui a été élue au Haut Commissariat des droits de l'homme à l'unanimité de l'Assemblée générale, a mis en garde la France et a demandé une enquête indépendante sur les violences et sur la répression qui s'est exercée. Parce que ce mouvement, il est inédit, mais il est aussi inédit dans la répression dont il a été victime. 12 000 tirs de LBD. Ces tirs de LBD, Emmanuel Macron qui répond en disant il n'y a pas de répression ou de violence policière. En tout cas, il le dit. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables. C'est ce que disent tous les États qui sont mis en cause par les Nations Unies, par une des agences. Oui. Je rappellerai par exemple la réaction du gouvernement de Donald Trump quand le HR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a rappelé au moment de la caravane des migrants venant du Honduras qu'il fallait s'en tenir au respect du droit international, que les déportations groupées, que la séparation des parents et des enfants, ce n'était pas inscrit dans le droit international. Ça contrevenait même aux conventions internationales qui liaient les États-Unis. Donc moi je m'étonne que le gouvernement français réagisse comme les Chinois, comme les Russes, comme les Nord-Américains sous Trump, à un appel au respect du droit international par Michelle Bachelet. On va revenir à la mobilisation du jour. Au lendemain de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, plusieurs associations féministes ont pris la tête du cortège mené par les Gilets jaunes ce samedi. Parmi elles, il y avait des assistantes maternelles qui manifestent, vous le savez, contre la réforme de l'assurance chômage. Regardez ce reportage tourné par nos équipes au cœur du cortège. Nous sommes fiers et féministes et gilets jaunes et en colère. Foulard violet et gilets roses, toutes unies pour un même combat. Ces manifestantes ont parcouru 13 km dans le calme pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. On est toutes rassemblées pour dénoncer la précarité qui a d'abord un visage de femme. En France, il y a 30% des femmes qui sont enfermées sur des emplois à temps partiel, des emplois précaires. Les assistantes maternelles qui sont là, elles illustrent de cette précarité féminine. Assistantes maternelles en colère. Ces assistantes maternelles vêtues de gilets roses s'opposent à la réforme de l'assurance chômage qui leur ôterait des aides en cas d'arrêt d'un de leurs contrats.
Il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui sont toutes seules avec 2 enfants à eux, qui justement font ce métier pour pouvoir rester avec leurs enfants, s'en occuper. Là, si on leur supprime sur 3 contrats, 2 contrats et qu'elles ne touchent pas de complément, les assistantes maternelles vont se retrouver au chômage. Et en fin de compte, voilà, le métier gentiment va disparaître, quoi. Depuis plusieurs semaines, ces femmes tentent de se faire entendre. Elles se sont donc invitées dans le cortège des Gilets jaunes en espérant être prises en compte par le gouvernement. Alors Roxane Lundy, j'imagine que vous êtes sensible à cette question de précarité de certains métiers. Alors c'est pas évidemment la seule profession touchée, mais c'est vrai qu'elle est assez emblématique aujourd'hui, cette profession. Oui, c'est très emblématique parce que d'abord, il faut le dire, l'homme pauvre est en majorité une femme seule. Aujourd'hui, nous avons énormément de mères isolées qui sont les premières touchées par la précarité. Donc moi, je trouve ça extrêmement beau, ces gilets roses, comme elles s'appellent, qui défilent pour alerter aussi sur ce qui est aujourd'hui une décision du gouvernement, puisque le gouvernement n'a pas rétro-pédalé sur la réforme de l'assurance chômage. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que là, on touche directement aux droits des femmes. Et qu'aujourd'hui, ce sont des métiers à dominante féminine, largement occupés par des femmes, il faut le dire, et elles sont obligées de se mobiliser dans la rue parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui avait dit faire de l'égalité femmes-hommes une priorité et il n'en est rien. Parce que pour cela, il faut des moyens. Et pour cela, il faut également prendre l'égalité femmes-hommes comme étant une orientation dans toutes les politiques publiques qui sont prises. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, beaucoup de soutien, bien sûr, à cette mobilisation. J'espère sincèrement que le gouvernement changera sur cette question parce que c'est absolument nécessaire. Ce sont les femmes qui se mobilisent, mais tous les métiers vont bien sûr être précarisés. Et puis, puisque c'était le 8 mars hier, donc, et que beaucoup de manifestations ont continué aujourd'hui pour défendre les droits des femmes, je tiens quand même à rappeler qu'il va falloir des moyens maintenant. Parce que le budget aujourd'hui en France consacré à l'égalité femmes-hommes a été le plus raboté par le président de la République et qu'aujourd'hui il faut des moyens. Nous en sommes à 30 féminicides depuis le début de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 30 femmes qui ont été tuées parce qu'elles sont des femmes dans le cadre de violences conjugales, de violences masculines. Et donc il faut maintenant vraiment que le gouvernement mette des moyens nécessaires parce que quand il y a des maternités qui ferment, quand il y a un allongement de l'accès aux soins, quand il y a malheureusement de moins en moins de soutien financier aux associations qui luttent concrètement contre les violences faites aux femmes, il faut absolument un plan national qui, une bonne fois pour toutes, s'attaque véritablement à ce problème. Et pourtant, on nous dit que ce budget alloué au secrétariat d'État aux femmes, il est de 530 millions d'euros et que c'est un record. Mais c'est un record. Aujourd'hui, pour que vous l'ayez en tête quand même, la suppression de l'ISF, c'est 4 milliards. Voilà. Je donne simplement des chiffres. Nous avons 530 millions, 4 milliards. Imaginez ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui pour les droits des femmes avec cet argent. On a un président de la République et un gouvernement qui a décidé finalement de faire cadeau aux ultra-riches comme remerciement de l'élection. Mathieu Cup, une réaction peut-être sur la précarité de certains métiers qui concernent en priorité les femmes et surtout cette réforme de l'assurance chômage qui fait tant débat et qui est tant décriée. Alors, elle fait débat, elle est d'ailleurs en débat aussi, donc rien n'a été tranché. C'est une discussion qui est menée aussi avec les syndicats. Là où je partage votre constat, c'est la précarisation majoritairement des femmes sur ces métiers, notamment médico-sociaux. Et il y a une secrétaire d'État, Marlène Schiappa, qui cherche, contrairement à ce que vous dites, à prioriser son action sur cette question, sur la violence faite aux femmes, qui a été quand même un grand... Ça n'est pas que moi qui le dis. Ça n'est pas que moi qui le dis. Ce sont l'ensemble des associations féministes. Ce sont aujourd'hui les centres de maternité qui ferment, les personnels soignants. Ça n'est pas que moi qui le dis. Nous sommes le lendemain de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est toutes les associations féministes qui appellent à un réveil du gouvernement. Alors, laissez-le finir peut-être son... Je dis, le budget consacré à l'égalité femmes-hommes, il est historiquement élevé. On peut toujours aller vers le mieux-disant. Moi aussi, je voudrais qu'on puisse mettre plus sur l'écologie, plus sur le droit des femmes, plus sur les transports, etc., etc. Aujourd'hui, il y a quand même un pas en avant qui a été fait par rapport à il y a quelques années. La question de la violence faite aux femmes, la question de l'inégalité salariale, qui a été quand même parmi la grande cause du quinquennat qui était portée par le président de la République. Non, il y a la question qui n'est évidemment pas réglée. Même s'il y aura des obligations de résultat pour les entreprises de plus de 1000 salariés, c'est ce qu'a annoncé. La question de la PMA pour toutes aussi, qui est posée par Marlène Schiappa et qui sera faite avant l'été, le gouvernement l'a annoncé. Qui a été reculé quand même encore par le gouvernement. Certes, mais enfin, il y a un agenda législatif. C'est pas tout à fait tranché. Marlène Schiappa dit, Richard Ferrand... Ça sera fait avant l'été, mais il y a aussi un sujet avant l'été. Ce sera pas fait en citant le président de l'Assemblée nationale et le calendrier ne lui revient. Un calendrier, un agenda législatif qui est quand même particulièrement chargé aujourd'hui. J'ai simplement une question. Moi, je suis quand même très surprise de voir que c'est toujours les droits des femmes
femmes, qui sont la variable d'ajustement. Parce que vous dites, on pourrait mettre plus sur les droits des femmes. C'est les droits des femmes, des minorités, LGBT, etc. Oui, il faut quand même avoir Alors, une c'est vision l'ensemble d'ensemble. de la lutte contre Absolument. les discriminations de genre. Voilà. Aujourd'hui, ce sont toujours des variables d'ajustement. Vous dites, on pourrait mettre plus sur le budget. Qu'attendons-nous? Qu'attend ce gouvernement pour mettre plus? Nous ne demandons que ça. Parce que moi, je commence vraiment à en avoir marre de voir que dans l'agenda législatif, ça passe toujours à la fin. Il y a un classement. 30 femmes qui sont mortes parce qu'elles étaient des femmes. Il y a un classement qui vient d'être publié, je crois, dans la journée, en fait, qui montre que la France a perdu 6 places dans le classement international sur les politiques de genre, en fait. En montrant à la fois la précarité grandissante dont les femmes sont victimes. Car quand on s'attaque au code du travail, quand on promeut les contrats courts, quand on va s'attaquer aux retraites, ce sont d'abord et surtout les femmes qui trinquent, en fait. On le voit en Allemagne avec les politiques de dérégulation qui ont été votées au début des années 2000. Les taux de pauvreté ont explosé et les premières concernées, ce sont des femmes et souvent des familles monoparentales. Et donc, aujourd'hui, la France est là, sur cette question comme sur tant d'autres, un incroyable discours de mobilisation. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est s'attaquer aux causes structurelles, en fait. Et vous ne le faites pas. La majorité, la République En Marche, ne le fait pas. Faites-vous des propositions concrètes sur cet aspect-là, sur la... Oui, au sein du ralliement d'initiative citoyenne, oui, vous risquez d'avoir de bonnes surprises à ce niveau-là. Mais par exemple, qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Bon, il y a énormément de sujets, je ne sais pas combien de temps on aurait pour les évoquer. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans 3 ans et demi, nous, on aura une femme présidente de la République. Voilà, ça c'est une certitude. Vous aurez une femme présidente issue du mouvement ou issue d'un parti et pas forcément un parti en place. Ouais, je vous ai vu lever la main. Vous êtes intéressé? Oui, ça va être. Est-ce que ça va commencer? Peut-être qu'elle approuve. Est-ce que ça va commencer sur la liste? Est-ce que ça va commencer par une tête de liste femme? Parce que à part Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, j'ai lancé un appel. J'ai l'impression qu'il n'y a que des hommes sur la campagne européenne. J'ai lancé un appel du pied à Tatiana Donnez-vous l'exemple. parce qu'on aurait beaucoup aimé l'avoir en Vous avez tête donné de liste sur les. l'exemple? Elle veut pas? Elle veut pas? Je l'ai pas eu encore, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va entendre mon appel, elle va se dire, j'y vais avec eux. C'est parti. Ce serait raccord avec ce que vous êtes en train de nous annoncer. Exactement, mais c'est ce qu'on souhaite, c'est prévu. Vous avez Christelle qui est passée juste avant. Vous avez Katia Scherer qui va être dans les médias à partir de lundi. Vous avez Cindy Braga qui sera... à partir de lundi. Pourquoi à partir de lundi? Bah parce que c'est le premier plateau qui lui est programmé. Vous aurez Cindy Braga qui va être dans les plateaux d'ici au week-end prochain. Vous avez plein de femmes qui arrivent émergentes, qui vont de la vingtaine en passant par la trentaine et même plus, qui risquent de surprendre beaucoup de monde et qui risquent de rassembler énormément de monde au sein du ralliement d'initiative citoyenne. Merci beaucoup. Merci. Un dernier mot alors pour vous, Roxane. Concrètement, parce que on est à l'approche d'élections importantes, les élections européennes, il y a des choses que nous pouvons faire. Et là, je tiens vraiment à le dire. Par exemple, sur la question du droit de l'IVG. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut accepter qu'en Europe, il y a encore des pays comme Malte ou l'Italie même. Donc à Malte, ou en Pologne, on a l'interdiction de l'IVG. En Italie, on a quand même des restrictions extrêmement grandes à cet accès. En Espagne, il a fallu batailler. La bataille. Complètement. Nous, à Génération, on propose de sacraliser le droit à l'avortement dans les traités européens. Sacraliser, peut-être pas le terme. Oui, sacraliser, quand il s'agit de ces questions, j'imagine dans les traités européens pour faire en sorte de vraiment mener la bataille, notamment en interdisant la clause de conscience, parce que c'est un vrai défi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir préparé.